Dans Lady vous écoute, ravi de vous retrouver. Nous allons parler d'un sujet qui très certainement vous intéresse, être locataire ou être propriétaire. Ou les deux, sait-on jamais. Pour en parler, nous avons deux spécialistes du sujet qui vont nous conduire pendant ces 52 minutes. Nous allons voyager pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en Europe, en France par exemple. Et puis vous qui êtes sur le continent, vous avez assurément des projets aussi. Est-ce que c'est plus simple là-bas? Est-ce que c'est plus compliqué? Nous ne savons pas. Nous l'allons découvrir tout à l'heure, comme dirait le poème. Merci de recevoir nos invités du jour. À ma droite, monsieur Sylvain Saint-Jean. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes coursier et PDG du GSA Finance et Assurance. Je n'ai rien trahi? Non, c'est bien ça. Voilà. Courtier, Et tout ce qu'il y a en plus, vous nous le direz, n'est-ce pas? avec plaisir. J'avais dit coursier? Exactement. Ah bah alors courtier. non, ça n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Voilà. Bon, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être présent. Nous ne voulons pas parler de choses de manière légère alors qu'ils ce sont de véritables sujets. Tout à fait. Et avec les véritables apprentissages qui sont les vôtres l'un et l'autre, on va pouvoir savoir comment faire et surtout comment ne pas faire. Avec nous sur le plateau, en le remerciant pour la mise en relation avec notre invité de tout à l'heure, monsieur Essopriso. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur juriste en droit immobilier et vous êtes surtout gestionnaire et responsable d'un cabinet immobilier, comme on dit, sur la place parisienne. Merci à vous d'être là. Le sujet que nous proposons à nos téléspectateurs, je voudrais, avant de rentrer dans cette dimension, vous demander pourquoi vous êtes l'un et l'autre finalement dans ce qui est l'immobilier ou ce qui s'en rapproche. Est-ce que c'était un rêve de petit garçon grand devenu ou est-ce que ce sont les choses de la vie qui ont fait que? Sylvain. Alors, rêve de petit garçon, je dirais non, mais j'ai toujours aimé des challenges et c'est ça qui m'a poussé à me retourner dans l'immobilier, beaucoup plus dans le secteur du financement et d'un autre aspect du côté des assurances. Donc j'ai évidemment exercé de par le passé dans les marchés publics qui se rapprochent toujours aux chiffres et aujourd'hui être axé uniquement dans l'immobilier, ça c'est le gros corps du métier, mais avec tout ce qu'il y a derrière comme financement accessoire. Hein, je parlerai du prêt conso, du regroupement, des crédits, du prêt hypothécaire. Si je comprends ce que vous ne nous dites pas, c'est que l'immobilier est venu à vous au travers de la question financière oui. Et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse, oui. Mais puisque maintenant vous avez cela dans vos cordes, vous y restez, c'est une valeur sûre l'immobilier? C'est une valeur sûre l'immobilier. Ah, on dit souvent que la pierre, le bâtiment, c'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. Quoique après le Covid, j'ai entendu dire un certain nombre de choses contraires, mais on y reviendra tout à l'heure. Merci d'être là. Avec nous, monsieur Essopriso. Alors, juriste en droit immobilier, si je comprends ce que vous nous dites là, c'est que vous avez fait le choix de l'immobilier et puis vous êtes gestionnaire et responsable d'un cabinet immobilier. Pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans ce métier, dans ce registre? En réalité, rien du tout. C'était juste une opportunité qui s'est présentée. J'étais donc en fac de droit, j'étais je pense en DEA et donc on nous a proposé de faire une formation en immobilier, hein, puisque c'était une aile de l'ICH qui est en région parisienne, donc j'étais à l'île 2. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, hein, puisque c'était un trajet beaucoup plus court, hein, puisque sinon il fallait que j'aille beaucoup plus loin en études. Et je me suis dit, bon, vers en DEA, je fais 2 années de formation en droit immobilier. Et puis peut-être justement, je trouverai ma voie professionnelle. Donc c'était une opportunité que j'ai saisie immédiatement et je peux dire que ça a été bénéfique. Vous l'avez saisi immédiatement. Est-ce Oui. qu'on peut dire qu'elle s'est emparée de vous aussi, l'opportunité? On va dire ça. Puisque vous y êtes depuis lors. Exactement. Alors, amis téléspectateurs, au-delà de ce que vous pouvez voir, cette prolifération de séries télé qui vous montrent comment on vend une maison, comment on en achète une autre, et c'est toujours très beau, et les travaux sont déjà faits, il n'y a pas de vice de forme, on rêve, on a envie d'en être, tellement on a envie d'en être qu'on a envie de partir de chez soi et de dire à son époux, à son épouse, je vais voir ailleurs si tu y es, suis-moi. L'immobilier, c'est un vrai sujet. Il y a de véritables apprentissages. Vous l'avez entendu, nos invités sur le plateau ne sont pas tombés dedans comme Obélix est tombé dans la marmite de la potion magique. Ils ont dû apprendre à gérer qui les finances, qui le droit immobilier. Et c'est cela notre sujet. Lady vous écoute @gmail.com si vous voulez participer à notre émission. Et si vous avez des questions, des suggestions. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vont nous dire ces messieurs, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, plus près de nous, est-ce que vraiment il faut faire un choix entre être locataire ou propriétaire? Si vous aviez comme ça un avis à donner de prime abord, que diriez-vous, Sylvain Saint-Jean? Alors je dirais toujours que vu
l'évolution de la vie aujourd'hui, il serait beaucoup plus préférable d'être propriétaire que locataire. Et pourquoi, docteur? Pourquoi? Parce que les loyers aujourd'hui ne vont que crescendo en montant, alors qu'un prêt immobilier, on a une mensualité de crédit jusqu'à la fin de son prêt. Jusqu'à la fin de son prêt, jusqu'à la fin de sa vie, peut-être, parce que c'est peut-être là, parfois que les gens sont hésitants. Évidemment, les accidents de la vie, on ne les maîtrise pas. Oui. C'est la raison pour laquelle les assurances sont là derrière, évidemment, pour couvrir ce type de risques. Pour ce qui sera demain, si jamais on est amené à partir pour les ayants droit. Mais toujours est-il que la charge, évidemment, est plus maîtrisé quand on est propriétaire que locataire. Vous êtes en train de nous dire que l'argent que l'on utilise pour payer son loyer est celui qu'on aurait dû utiliser pour acquérir une maison. Pour acquérir une maison. Sauf que ce montant d'argent, on ne l'a jamais tout d'un coup. C'est là que vous intervenez peut-être? C'est là où nous intervenons, pouvoir mettre en place des solutions qui permettent effectivement d'avoir accès à la propriété. Nous reviendrons à cela puisque c'est le sujet qui nous rassemble. Acheter ou être locataire, est-ce que c'est une science exacte? Faut-il d'abord faire l'un et ensuite l'autre? Ou est-ce qu'on peut se jeter directement dans l'acquisition? Qu'est-ce que vous auriez envie de recommander de manière objective? Oui, de manière objective. Oui. Écoutez, je pense qu'il n'est pas une seule personne qui ne désire être propriétaire. Je pense que chacun a envie d'être propriétaire. C'est le souhait, la volonté de chaque individu. Être chez soi, être évidemment maître ou maîtresse des lieux de son bien. Malheureusement, la situation sociale ne le permet pas souvent. Donc c'est vraiment une difficulté majeure. Et je confirme ce que mon ami Sylvain a dit, évidemment. Aujourd'hui, il est franchement plus loisible d'être propriétaire que locataire, avec la loi des difficultés, le parcours de difficultés, le parcours d'obstacles que connaissent les locataires, des lois changeantes, des propriétaires parfois qui ne sont pas souvent au fait du respect des lois, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui, aujourd'hui, permettent plutôt aux individus de préférer la propriété plutôt que la location. Alors, c'est une préférence, mais de la préférence à la mise en œuvre de ces choses, on va peut-être commencer par le commencement. Il faut avoir une intention. L'intention, donc, de pouvoir acquérir. Vous l'avez dit, chacun a ce désir. Il faudrait que ça cesse d'être un rêve et que ça devienne une intention. Peut-être on progresse déjà. Si vous êtes d'accord, et surtout, j'ai le droit de dire des choses qui ne sont pas avérées, vous êtes là pour nous recadrer. Alors, comment fait-on pour passer, une fois qu'on a l'intention, enfin, parce qu'on a regardé cette émission et qu'on a écouté ce que vous avez dit et qu'on est convaincu, quelle est l'étape qui suit, en fait? L'étape qui suit, je dirais tout simplement en fonction de sa situation financière, déjà de pouvoir consulter un spécialiste, soit son banquier ou un courtier, évidemment, pour déjà, évidemment, calculer sa solvabilité. Et en calculant la solvabilité, c'est ça qui permet donc qu'il puisse vous dire de suite à quel montant vous pouvez prétendre. Ou vous dire que vous ne pouvez pas y prétendre. Ou vous dire que vous ne pouvez pas, tout simplement. Bon, alors on va commencer par ne pas pouvoir, parce que le reste, ça devrait être facile. Ne pas pouvoir prétendre, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas prétendre au-delà de maintenant on a l'intention, on y arrivait, on a l'intention. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas prétendre? La première situation, évidemment, c'est la situation financière, comme Sylvain l'a dit. Est-ce qu'on a un salaire qui permettrait justement d'obtenir un crédit, un financement? La deuxième situation, la deuxième condition, c'est la situation bancaire. Il faudrait savoir qu'effectivement, pour emprunter, il faut avoir, je dirais, presque un blanc-seing au niveau de sa banque. Il faut avoir une situation saine, totalement saine, ce qui permettrait évidemment de prétendre à un emprunt. Donc, quand on a peut-être un salaire convenant et qu'on n'a pas... Oui. C'est quoi convenant? Alors, un salaire convenant, c'est un salaire qui permette de rembourser un prêt tout en gardant une part... pour vivre? Pour vivre. Est-ce que vous pouvez nous dire un chiffre quand même? Alors, si on veut... Alors, tout dépend effectivement aussi de l'emprunt. Non, mais on va aller sur le minimum syndical, disons. Le minimum syndical, évidemment, oui. Ce n'est pas... Je suis désolé, mais ça peut difficilement être le SMIC. Dans le minimum syndical, c'est un salaire moyen. Un salaire moyen, ça veut dire qu'il tourne autour de 2 000 €. Voilà. Bon. Donc ça, c'est vraiment le salaire moyen qui permettrait de prétendre éventuellement à un prêt financier.
Évidemment, si on est célibataire, parce qu'à partir des les enfants interviennent, ça change complètement. Parce que 2 000 euros, c'est pour soi tout seul. Pour une personne seule. Exactement. Oui, parce qu'il y a cette notion, évidemment, de reste à vivre, dont les banques ne dérogent pas. Et ça varie en fonction des banques. Et c'est ça, évidemment, qui permet à votre banquier de pouvoir calculer votre capacité d'emprunt. 2 000 euros à soi tout seul. Donc 4 000 euros pour un couple. C'est ça, en moyenne. Est-ce que c'est fréquent? Non, on peut dire non. On peut dire non parce que... On peut dire la vérité. Oui, on peut dire la vérité. Alors, c'est pas fréquent, pourquoi? Parce qu'en général, on a souvent, dans une famille, le chef de famille qui travaille. Et on a madame, l'épouse, qui, elle, n'est pas en activité. Oui. Donc, l'époux qui peut-être a on va dire 2 500 ou 3 000 euros de salaire, mais avec 2 enfants à charge, vous voyez, ça commence déjà à réduire un tout petit peu les capacités. Voilà, donc c'est déjà ça la situation. Maintenant, si on a à peu près dans les 4 000 euros et qu'on a une famille moyenne de peut-être 1 à 2 enfants, on peut... Au-delà de 2 enfants, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, parce que là, il y a une grande famille, et une grande famille, ça veut dire aussi des charges. Voilà, donc maintenant, quand on calcule le taux de remboursement d'un crédit, avec le reste à charge, on n'y trouve pas son compte. On ne trouve pas son compte. Donc, mais comme aujourd'hui, la tendance est plutôt à l'encouragement à la propriété, il y a une facilitation des financements. C'était ma prochaine question. Voilà, mais cette facilitation, malheureusement, a un revers très négatif, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus un financement avec une durée de remboursement qui est énorme. Éternelle. Éternelle. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, on a des financements, malheureusement, qui vont parfois jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans. Vous voyez, donc, quand on a 30 ans, qu'on emprunte pour 50 ans, je pense que c'est un peu jusqu'à la fin de sa vie. Mais puisque c'est une maison, une acquisition pour toujours, peut-être qu'on peut considérer que ce ne soit pas perçu comme un frein. Je voudrais qu'on en vienne sur la partie qui est la vôtre. À quel moment intervenez-vous dans ce qui vient d'être dit entre l'intention, la décision, l'intention donc de toute personne légitime qui veut faire une acquisition? À quel moment du process rentre-t-elle en contact avec vous? Est-ce que c'est elle-même ou est-ce que c'est via des organismes? Comment vous situez-vous dans cette chaîne de valeur? Alors, mon rôle en tant que courtier, tel qu'on s'est défini, on est des intermédiaires en opération de banque et en service de paiement. Ça veut dire que nous avons tous un statut comme des banques, immatriculés au RIAS, et nous sommes régis par le code monétaire et financier. Ça veut dire le banquier, la différence entre le banquier et le courtier, c'est que le banquier a le tiroir pour vous prêter de l'argent. Il a les clés du tiroir. Le courtier, pas du tout. Vous avez tous des tiroirs, mais lui, il a les clés. Voilà, nous faisons le même job. D'accord. On intervient à quel moment? Je dirais tout simplement, dans le cas où vous avez un souci au tribunal, il faudrait bien que vous avez les capacités de vous défendre tout seul, vous allez devant le juge. Et si vous ne pouvez pas, vous cherchez un conseil. Et en ce moment, c'est là où nous intervenons. Le client qui trouve de la difficulté, par exemple, à rechercher son bien, soit par faute de temps, soit parce que son banquier lui a dit que ce n'était pas possible, revient vers nous. Et nous prenons donc le temps de regarder, d'analyser la situation et peut-être comprendre pourquoi le banquier a dit non. Et ça nous permet évidemment de détecter. Peut-être que le banquier a dit non parce qu'il a 1 ou 2 prêts qui apparaissent, qui augmentent son endettement après. Et là, en tant que spécialiste, j'interviens déjà sous 2 formes. Soit en mettant en amont déjà un regroupement de crédits pour baisser la mensualité de ce prêt, et de prendre la nouvelle mensualité plus la mensualité future du prêt immobilier pour pouvoir respecter l'endettement. Soit lui dit tout simplement, ce n'est pas le moment, votre banquier a raison, attendez 3, 6 mois, 1 an pour pouvoir le faire. Ou alors de solder déjà ses prêts et pouvoir prétendre à l'acquisition, ce qui pourrait, entre guillemets, augmenter même sa capacité d'emprunt. Puisqu'on dit la vérité sur ce plateau, est-ce que je peux vous demander de nous dire si on peut régler un problème en créant un autre problème? J'entends par là que celui qui n'a pas pu, auprès de son banquier, obtenir ce dont il avait besoin pour faire ce qu'il voulait faire, en venant voir quelqu'un de votre métier, oui, n'est-il pas en train déjà de devoir s'endetter? Parce que voilà, vous ne travaillez pas pour la gloire. Ce conseil n'est pas gratuit.
Il n'est pas gratuit, Oui, évidemment. ce qui est légitime. Mais la question que je pose, mais vous l'avez bien compris, est-ce que voilà, quelqu'un qui déjà voulait emprunter pour acheter un bien, il ne parvient pas parce que ses moyens ne le lui permettent pas, c'est ce que lui dit le banquier, il doit voir des spécialistes, parmi lesquels vous, par exemple, il greffe son budget en fait. Alors, notre rôle premier est déjà de désendetter le client et non de l'endetter. Et ça peut passer sur plusieurs formes, parce que le rôle du courtier, c'est de stopper l'hémorragie et de pouvoir assainir la situation. Si aujourd'hui le client venant me voir avec un loyer de 500 €, des charges de 500 €, 1 000 € de charges, avec sur 2 000 ou 2 000 € de revenus. 2005 de revenus, Oui. c'est impossible de pouvoir prétendre. Qu'est-ce que je peux lui apporter déjà? Première des choses, est-ce que vous avez de l'épargne pour solder ces 500 € de charges qui viennent de se greffer là? Première question. La deuxième question, si elle est évidemment non, c'est de savoir comment est-ce que je peux reprendre cette charge qui le plombe, pouvoir aller sur une durée beaucoup plus longue et évidemment qui payera beaucoup plus cher à la fin. Alors, si je comprends bien, puisque mais vous à la fin, ça pourrait diminuer sa mensualité de 500 en 2. Oui, juste pour une meilleure compréhension de tout ça. Quand vous dites vous achetez ces charges, non. Comment vous faites? Quand j'entends charge, ça dit des crédits en cours. Oui. On fait tout simplement du regroupement des crédits. Alors, sachant évidemment qu'en tant que courtier, nous travaillons avec 2 types de banques. D'accord. Les banques traditionnelles, que tout le monde connaît, BNP, Crédit Mutuel et autres, et des banques spécialisées, évidemment, qui sont, entre guillemets, les filiales de ces banques existantes, qui ont d'autres conditions d'octroi différentes des banques de dépôt, et qui peuvent aller, et évidemment, sur des endettements beaucoup plus longs, sur des âges beaucoup plus longs que des banques traditionnelles. Je prends par exemple, dans le cadre d'un regroupement de crédit, ils peuvent aller sur 12 ans, ce que la banque traditionnelle se limitera à 8-9 ans. Et en allant sur 12 ans, ça baisse votre charge. Pour des locataires et pour des propriétaires, ils peuvent aller jusqu'à 15 ans. C'est ça qui permet en fait de réduire l'endettement du client. Sans changer les revenus du client pour qu'il puisse accéder à... On baisse ses charges, ce qui lui permet de prétendre... D'être éligible. D'être éligible. Très bien. Vous nous direz, est-ce que le client, on peut envisager que les gens aillent directement vers vos services, connaissant leur peu de revenus, en se disant, ça n'est pas la peine d'aller voir un organisme bancaire qui va certainement me dire non, je vais aller là où on entendra mon problème et on m'aidera à le bâtir, ou pas? C'est toujours intéressant de voir le courtier parce que le courtier a une analyse beaucoup plus approfondie. Oui. Votre banquier, c'est un conseiller, il vous conseille sur la base de ce qu'il voit. L'analyse profonde, en fait, les normes d'octroi, parfois, le conseiller n'a pas ces informations. Il vous montre le dossier sur la base des chiffres. Oui, il n'a pas le temps. Voilà. Il n'a pas la volonté. Je n'osais pas le dire, je ne voulais me fâcher avec personne, mais c'est peut-être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Oui. Ou ne maîtrise pas, ne veut pas s'en embarrasser. Ou ne veut pas s'emmerder. Très et bien. Voilà. Donc, nous apportons donc cet éclairage. Vous prenez la peine de faire ce qu'il faut pour que... Et nous faisons les démarches pour lui. Il y a donc une issue, locataire ou propriétaire. Ne regardez pas à votre salaire en vous disant « je ne peux pas ». Essayez toujours, allez voir et le banquier et après le banquier des courtiers et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir trouver une solution, puisque quand on veut une solution, il faut aller au bout du bout. Je voulais que vous puissiez intervenir aussi sur, je le disais tout à l'heure, il y a cette foison, tout le monde veut et tout le monde est légitime pour acquérir, mais est-ce que dans ce processus, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de déception? Parce qu'on entend dire, j'ai commencé, je me suis arrêté, je l'ai pourtant fait, je suis noyé, j'étais bien plus heureux à ne payer que mon loyer, au moins je savais les dettes que j'avais et pas autre chose. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui se trouvent dans une telle situation? Il y a beaucoup de déceptions, effectivement. Des déceptions déjà au début, parce qu'il y en a pas mal qui sont recalés, mais il y a aussi des déceptions sur le parcours du financement ou de l'emprunt. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien commencer, donc on peut évidemment avoir un dossier
éligibles finalement, qui soient retenus au projet de financement, et puis le remboursement en cours, peut-être un incident, une situation inattendue qui survient et qui permet évidemment qu'on ne puisse plus rembourser ou honorer ces emprunts. Et donc on se retrouve très endetté et finalement ça devient une déception. Donc on a des déceptions à différents niveaux, à divers stades. On peut évidemment avoir une déception au début, au milieu et peut-être même aussi à la fin, parce qu'on peut trouver effectivement que ça devient trop long et qu'on n'arrive peut-être pas à se débarrasser justement de ce crédit qui pèse énormément. Charge mentale. Charge mentale, voilà. Donc oui, la déception peut en avoir, mais je pense qu'il faut surtout retenir le bonheur, le plaisir hein, d'être finalement sur ce plan, hein, parce que finalement on est propriétaire, on a un remboursement, comme disait Sylvain, qui est fixe. Bon, encore qu'on peut choisir un taux fixe ou un taux variable, tout dépend effectivement de la formule qu'on a choisie. Donc on sait ce qu'on doit rembourser tous les mois et ça ne pose peut-être pas un problème particulier évidemment dans son projet global, puisqu'on sait évidemment que chaque mois il y a telle partie qui va au remboursement, donc je peux faire ma vie, organiser ma vie différemment. Donc je pense qu'il faut plus retenir ce côté finalement positif hein, et encourager plutôt l'accession à la propriété. Et de par vos expériences respectives, quels sont les profils de ceux qui se lancent dans cette aventure avec bonheur? Ils sont majoritairement jeunes, majoritairement des femmes, majoritairement des Noirs, majoritairement originaires d'où? Est-ce qu'il y a une cartographie, il y a quelque chose qui se détache? Et si oui, comment expliquez-vous cela? Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se tournent évidemment vers l'accession à la propriété. Hein. Donc, il y a une révolution de mentalité. Alors, jeunes à partir de quel âge? Alors, jeunes à partir de 22 ans, 24 ans. D'accord. Je prends le cas de mon propre fils, évidemment, qui est dans cette tranche d'âge. Mais il a de qui tenir. Oui, peut-être bien, mais je pense qu'il a... La mangue ne tombe pas loin du manguier. Loin de l'arbre. Effectivement, donc, de plus en plus de jeunes comprennent qu'aujourd'hui, l'accession à la propriété est quand même assez intéressante. Et ils ont compris aussi que l'investissement dans la propriété, ça peut aussi être un investissement locatif. Par exemple, on n'achète pas pour forcément habiter, mais on achète parce que effectivement, ça devient une source de revenus passifs, dit-on. Exactement. C'est-à-dire que le financement pour un appartement s'auto-rembourse parce qu'on l'a mis en location. Donc, on est peinard. Au bout de 15 ans, on est propriétaire, on a tout remboursé, donc on est propriétaire sans avoir déboursé grand-chose. Donc, les jeunes ont compris effectivement ce plan et ils s'y lancent régulièrement. Alors, noir, blanc, franchement, c'est différent. Quel type de personnes? Est-ce que c'est plus des cadres? Oui, pardonnez-moi, vous disiez votre fils. Comment fait un jeune dont le père n'est pas dans l'immobilier pour se dire « Ah, mais tiens, je ferai ceci ». Comment est-ce que ça vient? Puisque ce n'est pas forcément l'information, ou en tout cas l'écosystème dans lequel évoluent ces jeunes-là. Est-ce que c'est le fait de tous ces séries télé, comme je disais, peut-être, ou autre chose? Qu'est-ce qui, d'après vous, peut faire que les jeunes en viennent à être au parfum de telles opportunités, justement? Généralement, c'est beaucoup plus par les milieux qu'ils fréquentent. Oui. Et l'activité, évidemment, dans laquelle ils se trouvent, les collègues ou qui en parlent. Et c'est comme ça que, oui, beaucoup se décident à le faire. Et beaucoup commencent, tel que l'a dit M. Esso, par un investissement locatif, parce que la plupart aujourd'hui sont chez papa, chez maman. J'ai dit, ah oui, je suis là, je n'ai pas de charge, alors qu'est-ce que je fais de mes revenus? Je préfère donc investir, j'achète, et puis je mets en location. Pendant ce temps... C'est le moment pour moi de passer un message solennel. Amis parents, vous avez chez vous des adolescents de bientôt une vingtaine d'années qui ne payent pas de loyer, qui sont à demeure. C'est une très bonne chose. Oui. Peut-être devriez-vous considérer de le suggérer, de regarder cette émission et de la mettre en pratique, à savoir ne pas payer le loyer chez papa, maman, mais utiliser ces moyens dès lors qu'ils en ont pour investir. Et c'est là peut-être qu'on va parler quand on parle d'investissement, on peut penser au grand château, mais je me suis laissé dire qu'on pouvait acheter une place de parking, un box d'ameublement, avant que d'en arriver peut-être à un immeuble gratte-ciel. Absolument. Tout à fait. Alors,
Oui. Et de plus en plus d'ailleurs de personnes investissent dans les box. C'est bien que vous en parliez parce que c'est un investissement qui est aussi rentable. Je connais des propriétaires qui ont des dizaines de box sur la place parisienne et qui finalement ont fait une opération très, très positive et très rentable qui leur a permis d'investir dans autre chose avec ses revenus. Ça coûte quoi en moyenne, juste pour vous un box peut coûter 6 000 euros, 10 000 euros à l'achat. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut choisir entre acheter une voiture ou je ne sais pas quoi et puis investir dedans. Exactement, et ça peut coûter même jusqu'à 18 000 euros, ça dépend évidemment de sa situation, de sa surface, etc. On trouve facilement des locataires pour ce genre On trouve, ça dépend effectivement de l'endroit, parce que bon, quand vous venez à Paris, tout à l'heure on a eu du mal à trouver... à se garer pour venir dans le studio, oui. Voilà, donc si vous avez effectivement des personnes qui louent des emplacements... Vous êtes en train de me suggérer d'acheter des places de parking autour du studio. Voilà, vous avez tout compris. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une aveugle. Exactement. Bon, donc très bien. Nous allons donc revenir sur ce sujet si vous le voulez bien, mais j'ai envie de vous emmener donc sur le continent africain pour ne pas le nommer, où l'équation n'est peut-être pas identique à celle qu'il y a ici. Avant que nous allions regarder notre petite vidéo, j'aimerais vous interpeller. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez décrit, ce que vous vivez dans l'exercice de vos professions respectives ici en France, c'est valable pour ce qu'on peut faire sur le continent par exemple? Et sinon, pourquoi? Ou si oui, comment? Oui, alors c'est vrai que, parlant du continent africain, tous les systèmes ne sont pas encore mis en place. Pourquoi? Parce que sur le continent, on aime encore énormément fonctionner en biais. Et pas en quoi? Qu'environnement. Ah. Vous voyez? Et quand on préfère employer... Mais est-ce que ça pose un problème, juste pour que tout le monde comprenne? Ça pose quand même... Si j'ai mon sac d'argent, vous n'en voudrez pas si je dois acheter quelque chose? Alors ici, c'est impossible. Oui. Parce qu'il y a une traçabilité qu'on doit avoir. Pourtant, sur le continent, c'est normal. Parce qu'on a été habitué à fonctionner avec du cash. Et parce qu'au moins, on sait qu'on a son argent dans sa main ou sous son matelas. Parce qu'on fonctionne avec du cash, on n'est pas axé dans ce domaine bancaire. Dans le domaine bancaire de crédit. On achète tout cash. On achète au vendeur. Parce que le vendeur veut avoir son argent, il s'en passer par une banque ou je ne sais pas quoi. On achète directement chez le vendeur, on lui dépose le cash. Est-ce que c'est un préjudice potentiel ou ça ne pose aucun problème? Évidemment que c'est un préjudice parce qu'au lieu d'acheter quelque chose cash, on peut dupliquer ça en donnant un peu et pouvoir en avoir 10 quand en avoir un. Oui, même dans le circuit bancaire, déjà, c'est vraiment une difficulté. Dès qu'il dit circuit bancaire, il dit circuit économique. Donc, c'est vraiment un problème, c'est un problème. Mais je reviens sur ce que disait M. Sanjon par rapport, évidemment, à... on est en Afrique, hein, et il faut voir aussi le contexte familial, parce que les Africains, je pense que, de plus en plus d'ailleurs, aujourd'hui se tournent vers ce moyen. Mais, historiquement... la famille est primordiale. Donc, on reste dans sa famille jusqu'à un certain âge. L'idée d'acquisition n'est pas vraiment une idée qui est présente dans les familles africaines. Pourquoi? Parce qu'on vit avec papa et maman, la tante, etc. C'est un cocon. C'est vraiment une unité qui permet effectivement d'avoir une vie plutôt stable. Donc, on est plus dans cette stabilité familiale parce que papa a construit une grande maison, il y a des dépendances, etc. Il a prévu effectivement la vie des enfants sous cette forme-là. Donc, l'idée d'acquisition n'est vraiment pas une idée qui a émergé aussi vite en Afrique. Mais comme aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à rentrer dans cette mondialisation, on commence aussi évidemment à sortir un peu de cette perception. Donc les jeunes, de plus en plus aussi, maintenant se tournent vers cette acquisition. Et ce qui encourage le plus encore cela, c'est la diaspora. Parce que maintenant qu'il y a des jeunes Africains qui sont en diaspora et qui pensent à investir dans leur pays d'origine. Donc il y a cet exemple qui est montré, évidemment. On dit, ah ben c'est tiens, ben voilà, c'est ce monsieur, il est en Europe, c'est lui qui a acheté ce bâtiment, c'est lui qui a acheté cet immeuble qu'il met en location. Ah mais moi je peux faire pareil. Ah tiens, mon fils aussi peut faire pareil. Donc il y a de plus en plus effectivement cet exemple qu'on regarde, qu'on suit et qui permet de sortir finalement de cette vision de la famille et de l'acquisition. Et j'allais vous poser la question sur quel regard portez-vous chacun sur le sujet de la maison familiale. Parce que vous disiez, papa, une maison, les enfants grandissent dedans, mais comme disaient mes parents, les enfants finissent toujours par grandir, et donc ils bâtissent des familles. Qu'advient-il de ces familles? Sont-elles toutes incrustées dans cette maison familiale? Donc, s'il y a 3-4 enfants, donc 3-4 couples potentiellement, la maison familiale de papa, maman, moi, le chien, le chat, la bonne, n'existe plus.
mais les conflits ne sont jamais loin. Oui, ça c'est sûr. Ils l'ont dit en chœur. C'est clair. Pourtant, vous ne l'aviez pas répété, vous l'avez dit en c'est chœur. clair. Alors comment peut-on régler cette équation, ou plutôt anticiper, justement? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays africains, compte tenu de la conjoncture, c'est devenu très compliqué, très complexe pour des personnes là-bas de pouvoir même déjà avoir un pain à la fin du mois. C'est vrai que nous, à notre époque, quand on atteindait la majorité et qu'on connaissait déjà, entre guillemets, les femmes, nos parents nous poussaient plutôt vers la porte. Comme les oiseaux, dans le règne animal, les oiseaux... Comme tu connais déjà la femme, il est temps que tu t'assumes, alors tu te démerdes. Et c'est comme ça que, partant de la maison, on commence donc à se battre et parvenir à construire ou à bâtir quelque chose. Mais de nos jours, aujourd'hui, même le père se sent mais vraiment coincé, et mal de pouvoir dire à son enfant, tu vas dehors, parce que le travail, malgré les diplômes qu'ils ont, ne parviennent pas à avoir. Et quand bien même ils parviennent à trouver un travail à faire, non seulement c'est précaire, et en plus c'est occasionnel même pour avoir le salaire à la fin. On a le travail aujourd'hui. Mais que justement, cette incertitude dans les revenus font que ils n'ont aucun projet. Personne ne met le doigt dans cet engrenage. Et personne ne se projette loin. On prend la vie telle qu'elle arrive et c'est vraiment très très difficile, très dommage de vivre et de voir ça. Alors, si vous le voulez bien, nous allons donc faire une petite respiration, toujours en lien très étroit avec notre sujet. On va parler d'éco-construction. Et j'aimerais là vous emmener découvrir ce que nous dit une dame, parce que j'allais poser la question tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes dans l'immobilier, n'est-ce pas? Bien plus que de dames. Oui. Et quand il y en a, des dames, elles ne sont pas forcément à des postes, parce que là, j'ai deux messieurs qui sont responsables de ceci, qui sont gestionnaires de cela. Il y en a un peu moins de dames. Là où il y a de l'argent, il y a beaucoup d'hommes. On essaie d'inverser la tendance. Nous allons donc écouter une spécialiste du sujet, architecte de son état, il faut le dire, Madame Muriel Bissek, qui nous parle de l'engagement environnemental et de l'éco-construction. Parce que quand on veut construire, est-ce qu'on construit comme on peut, là où on veut? On voit que des fois c'est un peu anarchique. Ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte? Nous allons donc écouter Muriel Bissek dans un cadre institutionnel. On regarde ceci ensemble, là tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Muriel Bissek, je suis architecte et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que c'est que l'éco-conception dans les projets d'aménagement des espaces publics. Savez-vous que l'urbanisation des villes africaines est l'une des plus rapides? On observe en effet un bond de 5,9% entre 2000 et 2015, année à laquelle plus de 472 millions d'Africains vivaient en ville selon l'ONU. Avec plus de 42% de la population habitant en zone urbaine selon les dernières données de la Banque mondiale, il est important de se questionner sur la manière de construire des villes de manière à ce qu'elles soient capables d'accueillir la population dans des cadres propices au développement économique et social. Cette question est d'autant plus essentielle à l'heure où il n'est plus possible de nier l'évidence des changements climatiques et de la hausse des températures, mais aussi à l'heure où on ne peut plus nier la prolifération de l'insalubrité et l'anarchisation des modes de construction que nous voyons au quotidien. L'aménagement de l'espace urbain représente donc un défi majeur dans un contexte où les centres-villes connaissent des températures nettement plus élevées que celles des zones rurales environnantes en raison de la minéralisation des milieux urbains. Les matériaux de construction denses qui sont utilisés, béton, parpaing, de ciment, absorbent plus facilement l'énergie du soleil. De plus, les villes sont de moins en moins végétalisées et pêchent à fournir de l'ombre et à rafraîchir les espaces urbains, notamment par le biais de l'évapotranspiration. L'agencement, la morphologie des bâtiments et la densification de l'habitat peuvent également empêcher le vent de circuler et de rafraîchir les rues. En outre, la chaleur résiduelle des moteurs de voitures, des climatiseurs et autres appareils énergivores vient s'ajouter à l'augmentation globale de la température de l'air. Tous ces facteurs sont à l'origine de la création d'îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire des zones urbaines dont la température peut varier jusqu'à 10 degrés Celsius de plus que les zones rurales voisines. Il est donc urgent de se demander comment on peut répondre aux enjeux environnementaux de la ville africaine contemporaine. L'éco-conception est l'une des voies qui permet aujourd'hui de penser des villes, des quartiers et des habitats durables plus respectueux de l'environnement. Mais qu'est-ce que l'éco-conception, me direz-vous? Ce terme est souvent utilisé et peut recouvrir différentes définitions. On peut s'appuyer sur la définition de l'ADEME qui définit l'éco-conception à travers la volonté de recourir aussi peu que possible aux
ressources non renouvelables en leur préférant l'utilisation de ressources renouvelables qui seront exploitées en respectant leur taux de renouvellement et associées à une valorisation des déchets qui favorise le réemploi, la réparation et le recyclage. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder l'éco-conception des espaces publics à deux échelles, celle de la ville puis à l'échelle de l'aménagement du quartier. L'éco-cité de Zenata Ben Guerir au Maroc illustre ce que peut être un aménagement des espaces publics dans une logique de développement urbain intégré et maîtrisé. Par exemple, cette éco-cité utilise les vents de l'océan pour rafraîchir la ville en été et réduire l'humidité en hiver grâce à la conception d'une trame aérolique qui prend en compte le sens des vents dominants. Cette aération naturelle permet en période estivale de diminuer de 2 à 3 degrés la température. En outre, ce morceau de ville accueille en son sein de nombreux espaces végétalisés et des points d'eau qui permettent également le rafraîchissement de l'ensemble. Cette éco-cité est un exemple, mais il existe d'autres éco-quartiers ou projets de planification à l'échelle de la ville qui visent à mieux penser les espaces publics afin de réduire les îlots de chaleur, de renforcer les espaces verts pour absorber les gaz à effet de serre et renforcer la biodiversité. Certains projets d'aménagement sont conçus pour favoriser l'infiltration des eaux lors de fortes pluies. D'autres encore utilisent des matériaux locaux et durables pour limiter l'usage du béton. D'ailleurs, à propos des matériaux locaux, pensez-vous que le parpaing est un matériau local parce qu'il est disponible localement et fabricable sur site? Si oui, sachez qu'en réalité, la notion de matériaux locaux concerne les ressources naturelles, le bois, le bambou, la terre ou la pierre, disponibles et utilisables dans la construction. En réalité, construire en matériaux locaux, c'est construire son habitat en privilégiant les ressources matérielles et humaines disponibles localement et avec des impacts bénéfiques sur le plan économique, social, culturel et environnemental, tant au niveau local que global. Il est donc important de dire que ces matériaux, parce que naturels et parce que nécessitant peu d'action pour leur transformation et utilisation, ont une faible empreinte écologique et sont donc dignes d'intérêt dans un contexte de changement climatique. Il existe de nombreux exemples dans l'architecture traditionnelle vernaculaire de villes ou de villages construits par les habitants à partir de matériaux locaux qui démontrent jusqu'aujourd'hui une grande capacité à s'adapter au milieu naturel. De plus en plus de projets contemporains utilisent d'ailleurs ces matériaux, agissant ainsi sur leur milieu. Des espaces publics bien conçus avec des matériaux locaux offrent donc aux zones urbaines l'opportunité de mieux s'adapter au changement climatique. Au-delà de rendre les villes plus résilientes face au changement climatique, il est important aussi de limiter à l'échelle de chaque aménagement l'impact carbone et l'impact sur les formes naturelles de l'espace. Nous voulons remercier grandement Muriel Bissek, je dois le dire, fille d'architecte. Cela ne s'invente pas, qui est donc versé dans ces sujets-là. J'aimerais vous laisser revenir à ce que vous avez entendu. Je voudrais le rappeler, c'était donc là une vidéo institutionnelle avec des partenaires institutionnels pour un programme institutionnel. Est-ce que de vos métiers respectifs, quant à la question de l'immobilier, ce que vous avez entendu fait écho à ce à quoi vous aviez déjà peut-être pensé? Pas du tout. Je vous laisse réagir, messieurs. Ça fait écho. Puisqu'aujourd'hui, on tend vers des énergies renouvelables. Aujourd'hui, même les nouvelles constructions aujourd'hui sont régies par des nouvelles normes. Donc, chaque année, ou tous les 5 ans, l'État fait l'effort de pouvoir améliorer l'habitat en apportant des énergies nouvelles. Donc, pour moi, oui, c'est très parlant et très fort d'ailleurs. Si d'ici là, ça arrivait à se mettre sur pied, oui, ça serait bénéfique pour tout le monde. Sachant que quand on parle de pouvoir être propriétaire, on va parler de construire. Et d'ailleurs, on dit se construire. Hein. L'expression, des fois, dit je suis en train de me construire. Alors, au sens propre, certainement, comme au sens figuré. Mais l'anarchie du paysage urbain, parfois, sans dire sur quel continent, mais enfin, suivez mon regard, est pour le moins surprenante. Est-ce que là, la légitimité de ceux qui veulent donc être propriétaires, c'est un autre sujet, est telle qu'il ne faille pas considérer ces aspects-là? Et est-ce que vous pensez, pour réagir aussi à cet élément, qu'on va en arriver à cela? Ou est-ce que chacun va dire, ici c'était mon arrière-grand-père, j'y reste et je construis? Non, on est condamné à en arriver là parce que l'actualité déjà... honnêtement, est incitative à cela. Et effectivement, l'éco-construction, c'est bien évidemment, c'est plus une politique, on va dire, étatique, pour essayer de normaliser plus ou moins les constructions de quartiers, etc., pour rendre effectivement l'environnement plus viable et plus vivable. Voilà. Donc, logiquement, on sera de plus en plus concerné par cela parce que, bon, quand je parle d'actualité, on ne parle pas de Mayotte, on voit aussi ce qui se passe effectivement dans les bidonvilles au Brésil. Donc,
c'est vraiment aujourd'hui nécessaire et même capital de pouvoir instaurer effectivement ces politiques pour pouvoir, je dirais, normaliser l'habitat, de pouvoir rendre l'habitat finalement sécurisant, parce que l'habitat n'est pas fait pour être nuisible à l'individu, aux hommes, aux êtres humains. Depuis la nuit des temps, même quand on était dans les grottes, c'était effectivement les grottes qui étaient protégées contre les intempéries. Donc aujourd'hui, l'habitat est devenu fragile. Donc il faut arriver effectivement donc à associer finalement l'écosystème et aussi l'habitat normal, la situation des individus par rapport à leur environnement, leur quartier, etc. Donc il faut effectivement lier tout ça. Mais est-ce que cela n'appelle pas un renoncement? Parce que qui est propriétaire de l'endroit où il va construire? Qui est propriétaire de la terre? On ne construit pas nulle part ailleurs que sur un espace, sur un espace donné. Il faut donc en être propriétaire pour bâtir dessus, normalement. Quoique nous étions là sur le continent, où on entend dire, on voit marqué sur des murs, terrain, maison familiale ou terrain familial n'est pas à vendre. Et avec en plus, on en rajoute une couche, sinon vous ferez les cauchemars la nuit ou je ne sais pas quoi. Bon, donc cela témoigne quand même d'une situation sous-jacente. Oui. Que faut-il faire? Alors, c'est valable aujourd'hui. Alors, en Afrique, aujourd'hui, on a encore du terrain. Bon, heureusement, d'ailleurs. On a encore du terrain. C'est-à-dire qu'on a encore, effectivement, des endroits où on peut construire. Où, effectivement, la commune, via les circuits de la tradition, fait des chefs traditionnels, des communautés traditionnelles, on arrive, effectivement, à distribuer des terres encore aux individus, aux enfants du pays, pour, évidemment, qu'ils puissent se construire ou construire, ça existe encore, tant mieux. Mais à un moment donné, ça n'existera plus. Donc on sera obligé évidemment de se tourner vers ces organisations, vers ces plans, ce qu'on appelle l'habitat vertical. Voilà, donc ça sera de plus en plus, malheureusement, le cas, comme c'est déjà le cas aujourd'hui en Occident. Vous êtes en train de nous dire qu'on fait une tour à plusieurs, enfin un gratte-ciel, parce qu'au sol, il n'y a plus d'espace. Parce qu'au sol, il n'y a plus d'espace. Exactement. Et donc, comme on est obligé d'empiler, il faut pouvoir organiser tout cela. Parce qu'on ne va pas empiler de manière désordonnée. Donc, il va falloir organiser tout cela. Et sachant que même au sol, on ne devrait pas avoir un habitat, des constructions désorganisées. Bien évidemment. Mais bon, on connaît un peu les individus. Et on sait ce qu'ils ont souvent tendance à faire lorsqu'ils veulent effectivement avoir... bon, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais en tout cas, parfois on construit à des endroits où on ne devrait pas. On ne devrait pas. Voilà. Avec des drames à la clé, Exactement, avec des drames à la clé. Bon, je pense que si une situation comme celle qu'a connue Mayotte se produit aujourd'hui dans certaines zones africaine, je ne vais pas citer les pays, mais... Il y a eu des éboulements quelque part. Voilà, des éboulements quelque part. Mais pourquoi on peut dire Mayotte et pas les autres pays d'ailleurs? Voyons. Mais voyons, mais justement, je pense qu'il faudrait plutôt que nos gouvernements, nos responsables politiques prennent cela comme étant un avertissement. Parce que si cela venait se produire chez nous, et comme on n'a pas de moyens matériels comme ici par exemple, ben ça serait une grosse catastrophe. Donc il faut arriver absolument à régenter, à réglementer ces formes de construction. Tout à fait. Comme dit le proverbe, si la case du voisin brûle, peut-être que la mienne n'est pas loin de brûler aussi. Voilà, alors, est-ce que vous pensez que tout cela peut être un frein, pour en revenir à notre sujet de départ, à l'acquisition immobilière en se disant, si je bâtis et qu'il y a le feu, le vent, le tsunami ou le sorcier d'à côté et que tout cela s'écroule comme un château de cartes, peut-être qu'il vaut mieux que je sois locataire. Est-ce qu'il n'y a pas un frein, au-delà des questions d'argent, de moyens, est-ce que les gens se sont vraiment appropriés, les gens dits de la diaspora et puis sur le continent, à votre avis, se sont-ils véritablement appropriés l'idée de devenir propriétaire, pardon. Oui. Sur le continent? Et même ici, véritablement. Sur le continent, déjà, c'est vrai, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Nous avons encore besoin d'intégrer le risque dans nos vies. Parce que là, nous prenons énormément de risques. Ici, on a déjà cette notion. Celui qui vient du continent ayant zéro risque dans sa tête, dès qu'il arrive ici, il est obligé de se réguler, c'est la loi. Alors, c'est quoi les risques ici, justement? Les risques, déjà, même au niveau de nos constructions barbares, déjà savoir que l'État a normé toutes ces choses et que si ces risques ne sont pas respectés, c'est la destruction, amènerait déjà certaines personnes à ne pas mettre la vie de certains en danger. On le voit déjà même en étant locataire, qu'on ne peut pas juste faire ce que l'on veut parce qu'on est locataire dans un bâtiment où il y a d'autres locataires. Voilà. Et au-delà de ça, après avoir donc bâti, il faudrait que je protège
tout ce qui pourrait advenir à ce bien et les personnes qui s'y trouvent. D'où les assurances. Et ça, c'est des choses qui vont rentrer petit à petit et qu'il faudrait d'ailleurs que nos dirigeants là-bas commencent. Et pour y arriver, évidemment, on ne peut pas passer le temps à créer des lois si derrière, ça ne suit pas l'accès au travail. Une fois que tout ça est fait, après, le reste suivra. Mais je pense que cette notion de risque, nous devons l'intégrer tous les jours. Évidemment, Oui. intégrer la notion de risque, mais je prends ça au volant parce qu'évidemment, il y a ce problème malheureusement du non-respect finalement des lois. Parce que les lois existent même en Afrique, hein, au niveau des loyers, au niveau de la location. Ici, on a la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui est venue parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, parce que même en France, il y avait un peu d'anarchie avant. Donc, bon, quand je dis anarchie, c'était pas... Il y avait de l'anarchie, on coupait des têtes. Voilà. Bon, donc, il y avait de l'anarchie, même au niveau justement de la location. C'est-à-dire que les propriétaires bailleurs faisaient n'importe quoi. Donc, la loi Hoguet de 1970 est venue réglementer tout cela. Donc, est venue d'abord donner des conditions de location pour que les locataires soient respectés, pour que les propriétaires eux aussi aient leurs droits et qu'il y ait aussi au niveau des professionnels, donc notamment des agents immobiliers, qu'il y ait quand même le respect justement de ces lois, de ces dispositions. Donc, on ne fait plus n'importe quoi à partir de la loi Hoguet. Et après, on est venu justement à la loi Allure qui a touché aussi les copropriétés. Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a effectivement un respect à avoir par rapport à tout cela. Et si on va dans le cadre africain, il y a également ces lois, mais que les gens ne connaissent pas. Parce que vous demandez à un locataire en Afrique, quels sont vos droits, vous avez signé un bail, comment se présente-t-il? Et parfois, d'ailleurs, on va faire des locations sans signer des baux. Donc il y a déjà cet obstacle-là. Et donc il y a pas mal de choses évidemment à mettre en place pour que, d'abord, si on veut être dans la location stricto sensu, évidemment qu'on sache qu'on a des droits mais aussi des devoirs. Voilà, donc quand on est locataire, on doit intégrer le fait qu'on est chez soi et donc on doit prendre justement ce chez soi comme le vrai chez soi. Donc l'entretenir comme il se doit, un bon père de famille, comme on dit. Et puis, évidemment, le propriétaire doit aussi savoir que le locataire est chez lui. Ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire, mais que vous avez plus de droits. le double des clés. Exactement. Mais donc, il y a des choses à ne pas et que vous pouvez vous permettre d'augmenter les loyers comme vous voulez. Augmenter les loyers comme vous voulez, à bon vouloir. Au gré de vos propres besoins. Au gré de ses propres besoins, exact, augmenter tout. Et puis, ne pas aussi parfois entretenir l'appartement, parce qu'il y a l'entretien, évidemment, à deux niveaux. Il y a un niveau pour le locataire et un niveau pour le propriétaire. Donc, il faut que chacun, effectivement, respecte sa part. Et ainsi, évidemment, on va aller vers une cohésion. Parce qu'on ne peut pas non plus entendre que, même si on le désirait, que chaque individu soit propriétaire. Donc, comme c'est aujourd'hui impossible, il faut qu'on arrive, effectivement, à faire cohabiter ces deux les propriétaires et les locataires. Voilà, locataires, oui. C'est clair. Et que chacun fonctionne dans son couloir. Et que l'église reste au milieu du village, c'est le cas de le dire. Ouais. Alors, on a parlé des bons pères de famille, vous l'avez tant énoncé, on a parlé des jeunes qui sont proches de cela, et j'aimerais bien, messieurs, que vous puissiez nous donner une cartographie du rôle, on va dire comme cela, des femmes, parce que pour construire, en Afrique, il faut une terre. La question des droits fonciers, elle est éminemment masculine. Les femmes n'héritent pas de la terre, donc elles vont même dans leurs rêves les plus fous, elles vont peut-être penser à s'acheter une troisième perruque, une quatrième couleur de mèche, mais pas un terrain, puisque ça n'est pas dans les us et coutumes. Est-ce que vous pensez que c'est un frein ou pas, sachant qu'il est des femmes qui sont très entreprenantes, hyper entreprenantes même, et ce ne sont pas les moyens qui font défaut. Mais le regard des sociétés, pour parler du continent, et peut-être aussi en France, on terminera par cela, ça n'est rentré nulle part, sous aucun cieux, même s'il y a des femmes qui achètent, hein, mais elles sont encore soit montrées du doigt, soit soupçonnées de je ne sais quoi. Comment fait-on pour sortir de cette inextricable considération, messieurs? Vous, dont la voix a du crédit dans l'espace public et sur les plateaux télé. À mon humble avis, hein, ça n'engage que moi, je pense que tout être humain devait avoir des droits, donc l'homme comme la femme. Une fois qu'on a dit ça... Quand on hérite donc d'un bien, ça devait être pareil pour l'homme comme pour la femme. C'est vrai, nos ancêtres, je ne sais pas... Qui ne sont pas gaulois. Si je pouvais les traiter un peu d'égoïstes, voyaient toujours le fait de garder le trésor pour la famille.
Parce que l'homme, il reste dans la famille avec le bien. La femme, elle s'en va dans une autre famille. Je vois tout simplement que c'était ce sentiment égoïste de donner une terre à une femme qui va appartenir demain à son époux. Et qui ne sera plus du patrimoine familial. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il vaut mieux avoir des fils que des filles, en fait, pour ne pas se retrouver on devrait avoir tout le monde. Pour ne pas se retrouver dans cette équation. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir tout le monde. Aucune fille n'a désiré venir au monde. À partir du moment où elle est là, qu'on lui donne tous ses droits, qu'on lui donne tout ce dont elle aurait droit au même titre que son frère. Parce que si elle n'hérite pas du côté de son père et qu'elle a une illustre étrangère là où elle a été en mariage, définitivement, il faudra qu'elle aille sur la Lune, peut-être, pour avoir accès à un bout, non pas de terre, mais de Lune. En tout cas, les choses sont en train de changer. C'est vrai, historiquement, la femme partait en mariage, donc forcément, l'héritage ne pouvait revenir qu'au garçon. Alors, il y a des familles, malheureusement ou heureusement, n'ont pas eu de garçons. Voilà. Donc, quand c'est le cas, effectivement, il y a malheureusement aussi... Ou heureusement. Non, il y a malheureusement aussi des oncles. Parce qu'évidemment, comme il n'y a que les femmes, il y a des oncles qui vont se terminer, ou des cousins, etc. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Bon, je pense que tout ça arrive à complexifier un peu la chose. Donc, il faudrait, et je pense qu'aujourd'hui, nos sociétés africaines l'ont compris, les femmes sont devenues un peu aussi, effectivement, les égales des hommes, hein, sur ce plan-là, sur le plan de l'héritage, parce que de plus en plus de femmes héritent. Donc, je dis que ça change parce que j'ai des exemples que je connais où ces considérations traditionnelles ne sont plus d'actualité. Bon, ça l'a été, évidemment, ça l'a été sur la forme que tu as expliquée, en savoir effectivement, voilà, la femme va, etc., l'homme reste, etc. Bon, c'était une question traditionnelle. Mais de plus en plus, cela change. Donc, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir, parce que je pense que les femmes peuvent très bien tenir les foyers. Donc, ce n'était pas dans les mentalités. Elles peuvent très bien tenir les foyers, mais elles font déjà cela depuis la nuit des temps. Elles font ça depuis la nuit des temps, mais tenir dans le sens de peut-être préserver l'héritage. Oui, préserver l'héritage familial. Hein. Et je pense que d'ailleurs, les femmes sont plus enclines à préserver cet héritage que les hommes, qui parfois aujourd'hui ont tendance à le brader ou à le vilipender ou à le vendre à qui de droit. Parce qu'effectivement, il y a l'attrait de l'Occident et donc on a envie de partir, on va. Les femmes aujourd'hui elles sont plus conservatrices. Elles sont plus conservatrices, donc je pense qu'il faut arriver effectivement à concilier cela et puis à se dire que tout ça effectivement est derrière nous. On construit une société nouvelle, que ce soit en Afrique ou en Occident. Je pense qu'on voit l'avenir différemment. Et donc, on doit s'orienter plus vers ces considérations plutôt réalistes que masculines, traditionnelles, féministes ou tout ce qu'on veut. Oui. Votre mot de la fin, chacun, avant de rendre l'antenne sur ce sujet qui, nous voulons le croire, vous aura passionné, vous aura surtout inspiré et donné envie en cette année 2025, même si vous regardez cette émission dans 150 ans, sachez qu'à cette période de l'année, dans cette ère-ci, nous y avions déjà pensé, nous ne sommes pas les premiers. Quel serait votre mot de la fin, M. Saint-Jean ? Mon mot de la fin serait tout simplement de dire à nos frères et nos compatriotes qui vivent sur le continent que les choses changeront et que l'affaire d'un État, c'est l'ensemble de tous, et que chacun devrait mettre le sien pour voir un pays, une région se développer et ne pas que laisser aux politiques le soin de le faire. Donc nous contribuons tous, comme en France, chacun à son niveau essaie de contribuer pour sa commune et pour le pays. On n'attend pas que cela passe. Chacun devrait, à son niveau, faire quelque chose. Monsieur Sopriso. Oui, alors donc, être locataire, être propriétaire, quel choix faire? Je pense que le choix, on l'a vu, c'est le choix d'être propriétaire. Même si on n'a pas les capacités, on peut être locataire et avoir des droits qui permettent de vivre décemment et de pouvoir avoir une présentation extérieure sociale qui soit respectable. Néanmoins, je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas abordé, qu'on abordera peut-être ultérieurement, c'est évidemment une fois qu'on a accédé à la propriété, on accède à ce qu'on appelle la copropriété. Donc ça aussi, c'est un monde. Si c'est un bâtiment ou si c'est une maison individuelle? Oui, exactement. Donc quand on a... Selon que c'est l'un ou l'autre, effectivement, quand c'est un bâtiment, quand c'est un immeuble, à partir de 3 personnes, on est copropriétaire, ou 2 personnes même parfois, on peut être copropriétaire.
propriétaire. Donc il y a d'autres droits et d'autres obligations qui s'ouvrent et qui peuvent être aussi très compliquées. Donc on peut aussi effectivement réfléchir à cela en se disant, oui, mais si je deviens propriétaire d'une maison, ben, j'aurai d'autres charges, refaire la toiture, refaire, etc. C'est peut-être aussi compliqué. Donc, n'en rajoutez pas, vous risquez de les démobiliser. Oui, non, mais pas du tout. Mais de toute façon, en tout cas, c'est juste pour dire qu'il faut se contenter effectivement de la situation qui s'offre à nous, hein, au niveau professionnel, au niveau social, qui nous permettent d'abord, premièrement, de prendre soin de notre famille et de pouvoir vivre décemment dans une société aujourd'hui qui est de plus en plus assez complexe. Merci, Monsieur Esso-Priso. Je rappelle que vous êtes juriste en droit immobilier, gestionnaire d'un cabinet immobilier. Et Monsieur Sylvain Sanjon, non, vous n'êtes pas coursier, vous êtes courtier. Et vous êtes président de GSA Finance et Assurance. Merci à tous les deux pour ce que vous avez apporté. Merci, amis téléspectateurs. Et de regretter mémoire, mon père disait que chacun suive sa pente, pourvu que ce soit en montant, locataire ou propriétaire. C'est à vous de choisir. À bientôt.